Takeoff, press 7, 8 knots check. Air France, de Tango, bonsoir, de Tango 3, niveau 0, gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, de... Ok, bonjour, de Air France, en deux ans. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to Route Air Flight already 401 to London Heathrow. Et bonsoir à toutes et tous, bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Salut Mickaël. Salut. C'était la surprise du jour. Mickaël est parmi nous, il est venu d'Espagne. Bonsoir à toutes et tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro. Vous êtes déjà un certain nombre de connectés, ça fait plaisir. C'est cool de se retrouver. C'est cool, ouais. De faire ça en direct, ensemble. Exactement, exactement. Et c'est une première pour toi. C'est une première. Enfin, pas dans la zone, puisqu'on t'avait déjà eu en visio depuis l'Espagne. Et puis là, voilà. Il est dans les studios, il est là, il est parmi nous. Il est là. Pour une nouvelle émission, merci toutes celles et ceux qui viennent d'arriver. Je vois qu'il y a déjà des gens. D'ailleurs, il y a Nico qui commence déjà de râler. Tu vois. Il dit ça y est, il a pris ma place. Voilà, Nico. Écoute, Nico, on t'attend. Viens. Que dit Proverbe? Qui va à la chasse perd sa place. Eh ben oui. Mais Nico va le retrouver très bientôt. Alors évidemment, Nico et Mickaël qui sont les co-animateurs de l'émission. Maintenant, vous le savez. Il n'y a plus de secret à ce niveau-là. Voilà, qui est-ce qu'on a dans le chat? Seb59RX, grand merci à toi. Tu viens de renouveler ton abonnement de niveau 1 et ça nous fait très plaisir puisque ça soutient la chaîne. N'hésitez pas à faire comme Seb59, renouvelez ou prenez vos abonnements. Ça nous permet de financer un petit peu tout ce que vous voyez et de vous préparer encore des beaux programmes. De faire vivre le projet, de donner d'insuffler de l'énergie à tout ça. C'est ce qu'il faut. Voilà. On essaie de développer du mieux possible. Bonsoir à Aviateur59, notre ami Polo qui est présent. Glac49, Grafmo, MLN208, Samba XXL, Monsieur Didier qui est parmi nous, un ULMiste de talent. Sois le bienvenu. Évidemment, notre Fred National qui est connecté. Bref, du beau monde qui est connecté sur le chat, ça nous fait plaisir. Que dire, Michael? Que dire que tout va bien, qu'il fait beau, on est réunis, c'est mercredi soir, on va passer un bon moment. Tu parles comme un livre. Il fait beau, attention, prudence, et d'ailleurs il fait beau, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'avions à l'air, d'ailleurs on en a vu. Attention quand même aux températures, qui dit température dit performance diminuée, voilà. Bien sûr. Densité de l'air, donc attention aux performances dès qu'il fait chaud. Bien prendre le temps de calculer ses perfos, et c'est vrai que tous les ans, il y a des accidents ou des incidents aussi qui sont dommageables, alors qu'on pourrait facilement les éviter en prenant 5 minutes de plus. Ou en décalant son décollage peut-être à une heure où il ferait moins chaud, par exemple. Ouais. Mais faut y penser. Voilà, bien, écoutez, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est... qu'est-ce que je voulais vous dire déjà, si, alors, il y a des gens qui m'ont demandé un petit rappel par rapport aux rediffusions. Les rediffusions, donc... C'est intéressant, on m'a demandé aussi. Ouais. On t'a demandé aussi, alors on va lever un petit peu le doute. Les rediffusions donc, de la zone aéro, le live, il est donc les mercredis soirs comme maintenant. Généralement, pendant 10 jours, vous avez un accès replay de l'émission sur la page YouTube. Non, la page... Twitch. Voilà, je vais y arriver. Donc dans les replays, vous avez en dessous. Et généralement, le mercredi suivant, je mets sur la chaîne YouTube. Je vais même vous mettre la chaîne YouTube, elle est là. Voilà, je vous affiche le lien dans le chat. Vous avez ici toutes les rediffs des différentes émissions. Donc combien de temps après en moyenne on la reprend une dizaine de jours. Okay. Généralement le mercredi suivant j'essaie de mettre l'émission de la semaine d'avant. Comme ça on fonctionne un petit peu en décalé et c'est cool. Bienvenue Céline qui est parmi nous également. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui se connectent. Donc c'est top. Bienvenue à toutes et tous. On pose le plan de vol de l'émission? Tout à fait. Comme ça c'est fait? Ça c'est fait. Ok, et les amis, c'est parti, plan de vol. Et donc on dépose le plan de vol de l'émission qu'on va afficher tout de suite. Le voici. Voilà. La traditionnelle actualité du terminal. 4 petites news aujourd'hui.
Mais c'est sympa parce qu'on va parler de plein de choses et Michael va être bien placé pour commenter un petit peu cette actualité-là aussi, de par son rôle avec de plaisir. Avec performance. Plaisir. Avec plaisir. Performance du vol. On va recevoir celui dont on vous a parlé déjà depuis un petit moment. Vous avez envie de poser des questions à un pilote de ligne, un vrai? Ben ça tombe bien, il va être connecté avec nous, notre ami Frédéric, qu'on a l'immense plaisir de recevoir, puisque déjà c'est quelqu'un que j'affectionne particulièrement de par sa sympathie, sa disponibilité, sa façon de voir les choses. C'est quelqu'un qui mérite d'être connu. Et c'est la raison pour laquelle on va vous le présenter ce soir avec grand plaisir dans la zone aéro. On le retrouvera juste après la séquence. Et vous pourrez lui poser toutes vos questions sur le métier de pilote de ligne et des contraintes. Sur l'ensemble de sa carrière, comment il a géré sa carrière, etc. Voilà, et même sur le métier en lui-même. Ouais. Comment est-ce que ça se passe réellement? Parce que c'est bien joli de voir les pilotes de ligne aux commandes, mais qu'est-ce que ça implique aussi derrière, dans la vie quotidienne? Comment est-ce qu'on vit de tout ça et autour de ça? Et ça serait des questions intéressantes à poser. Donc on retrouvera Frédéric juste après la rubrique Actu. Et puis en fin d'émission, comme d'habitude, la petite séquence foire aux questions, remise de gaz. Voilà. Et on pourra aborder tout ce dont vous voulez parler, et notamment aussi le programme des futures émissions à venir. Voilà, plaisir, on a fait le tour. On a fait le tour. Et bien écoutez, si on a fait le tour, on lance tout de suite la rubrique actualité du terminal. C'est parti? C'est parti. Let's go. Allez. La séquence actualité du terminal, donc 4 petites nouvelles aujourd'hui. Bienvenue à celles et ceux qui arrivent, j'en vois encore qui se connectent. Soyez les bienvenus les amis dans la zone aéro, tous les mercredis soirs de 20h30 à 21h30, 22h. Donc voilà. Alors, première chose, le projet Lilium Jet, peut-être que cela vous parle. En fait, c'est un projet assez onéreux, puisqu'il a nécessité quand même des levées de fonds de l'ordre de 240 millions d'euros. Et ce projet Lilium Jet a pour but de développer un futur avion taxi un petit peu autonome qui fonctionne avec des moteurs électriques. Vous pouvez le voir sur les photos. C'est un avion qui a une voilure en canard. C'est un bimoteur ou monomoteur? Ah non, c'est plein de moteurs. Il y a 30 moteurs électriques qui sont situés à l'avant. Donc sur le plan canard, comme vous pouvez le voir sur la photo en haut à gauche, il y a des moteurs là-dedans. Il y a des moteurs sur l'aile principale et en fait c'est un convertible. D'accord. C'est-à-dire qu'il est capable de décoller verticalement, de se poser verticalement. Superbe. Et là, ils sont en train de travailler justement sur la conversion finalement des moteurs pour pouvoir le faire décoller, le faire passer en fait en phase de croisière. Et ça serait un projet qui serait à quelle échéance, ou il y a quelque chose qui est prévu? Eh ben c'est assez rapide, j'ai pas les dates exactes, mais le projet a été lancé il y a quelques années. Là ils sont sur les phases d'essai en vol, puisque on va rentrer vraiment dans les phases d'essai en vol, et donc ce futur avion taxi de 5 places est prévu au moins dans la décennie qui arrive. Très bien, c'est sympa ça. Ouais. On en commande un pour la zone aéro, qu'est-ce que tu en penses? On va économiser un peu, ou alors il va nous falloir beaucoup plus d'abonnements. Voilà, c'est ça. Le projet donc en lui-même, je vous le disais, coûte environ 240 millions d'euros. Exact, on dirait un X-Wing. Un X-Wing, oui, tout à fait. C'est pas loin, pas loin. 300 salariés, et donc la phase d'essai en vol va débuter. Il y avait eu un petit incident avec le premier prototype de cet avion-là, avec un incendie. On est quand même sur des batteries. Voilà. Mais ça les a pas empêchés en fait de continuer. Et voilà ce petit avion 5 places qui devrait, on l'espère, ça devrait être intéressant de suivre ça. Et on n'en sait plus sur est-ce qu'il faudra un pilote professionnel ou n'importe qui peut passer Je pense que... ou est-ce que c'est un truc qui est plus ou moins autonome? Je pense. À mon avis, on vise quand même sur des trucs qui sont plus ou moins autonomes. Bon, c'est intéressant, à suivre, c'est toujours intéressant. En plus, un design comme ça avec des plans canards, c'est vrai que c'est sympa, ça change un peu des configurations classiques, donc oui, c'est ça. C'est sympa. C'est ça. Hâte de voir ça. Et question donc d'Aviateur 59, il y aura donc des couloirs aériens spéciaux pour ces taxis. C'est toute l'ampleur du problème en fait. C'est ça, c'est un peu le même genre de question qui s'est posée quand il y a eu tout le buzz de Amazon qui voulait livrer ses colis avec des drones. C'est quelque chose qui est, je pense, de l'ordre du flou juridique, parce qu'effectivement, si l'aviation partait dans cette direction, ça pourrait probablement créer des problèmes de trafic. Donc, très honnêtement, moi, j'en sais rien. Je suppose que la réglementation devra être adaptée un jour ou l'autre, effectivement.
Ça c'est pareil, ça suit, et la réglementation de toute façon elle suit le développement de l'activité Bien quelque sûr, part. et souvent elle est même postérieure malheureusement, bien souvent, puisqu'on ne peut pas faire une réglementation sur quelque chose qui n'existe pas encore. Donc, Et c'est ça. Effectivement. C'est ça. Donc voilà, à suivre ce projet d'avion taxi. Le petit point suivant, je l'ai appelé quand le biomimétisme inspire l'homme. Et effectivement, l'homme et la recherche aéronautique et le biomimétisme, c'est lié, tout ça, hein, puisque on n'est pas né avec des ailes, vous le savez. Et donc, on s'est beaucoup inspiré de la nature pour essayer de mettre au point tout plein de choses. Le premier point que j'avais envie de vous montrer, et ça je pense que les gens qui ont fait partie des armées, notamment les chasseurs, l'auront peut-être remarqué, c'est le fameux faucon pèlerin que vous pouvez voir dans l'image en haut à gauche. Alors, je ne sais pas si on peut zoomer, je pense que oui. Je vais essayer de le faire ici. Voilà. Regardez un petit peu son nez. Superbe. Vous voyez un petit peu l'entrée de son nez? Ouais. Il y a une petite excroissance, et en fait cette petite excroissance, c'est tout simplement la souris. C'est ça. Et en fait, à quoi ça sert ce truc-là? Michael, c'est toi qui vas l'expliquer. Alors c'est une pièce qui est là pour orienter les flux en fait à l'intérieur du moteur. Donc ce qu'on voit sur l'image de droite à côté sur le Mirage, en fait c'est les entrées d'air moteur, et effectivement c'est une toute petite pièce qui est là pour orienter le flux. En fait, il faut savoir, quand on vole en supersonique, il y a des phénomènes qui se produisent, des ondes de choc, etc. Donc tout ça c'est très bien calculé, et effectivement c'est pour prendre en compte tous ces phénomènes. Voilà. Et donc le faucon pèlerin qui a ça, qui est capable de faire des piquets à des vitesses vertigineuse pour un animal, s'il n'avait pas en fait cette petite excroissance, il pourrait s'exploser les poumons. Tout à fait. Donc pour pouvoir respirer sur les phases de piqué et décaler, justement, tu parlais des ondes de choc, et en fait il a cette petite excroissance là qui est bien foutue par défaut dans la nature. C'est impressionnant. Et oui. Donc, quand l'aéronautique s'inspire de la nature, on a ça. On a également une photo que peut-être vous avez déjà vue, c'est la comparaison entre le fameux Northrop B2 et pareil, c'est le faucon pèlerin encore une fois. Vous voyez, les formes sont quand même... c'est similaire. C'est impressionnant. Hein. C'est vrai que... Je vais essayer de zoomer un peu. Ça verra un peu mieux. On a une forme de logique en fait où à un moment donné on s'est rendu compte que c'était peut-être pas si bête d'aller observer les animaux pour faire des designs technologiques en fait, et là on voit clairement la filiation pour le coup. Là même avec limite le bec devant. C'est ça, exactement. Ouais. La forme elle est vraiment... c'est aérodynamique, c'est tout ce qu'on veut. Et sur l'exemple que tu as en dessous, où on voit les winglets aussi, je pense que tu allais en parler, effectivement c'est quelque chose qui a, à mon point de vue, qui a tardé un peu à arriver en aviation, puisque les winglets, donc on parle des petites formes qui sont au bout des ailes, qui remontent vers le haut, qui sont là pour améliorer en gros les performances de l'avion, on ne va pas rentrer dans les détails, mais effectivement c'est quelque chose qui a tardé à arriver sur les avions, on va dire, ça fait peut-être une trentaine d'années maxi qu'on a ce genre d'éléments, et quand on observe un rapace en vol, là, je ne sais pas ce que c'est cet oiseau, mais effectivement... un vautour, je crois. Voilà. Alors il y a des très belles photos sur internet qui tournent, etc., de gypaètes barbus, etc., qui ont les plumes recourbées aux extrémités des ailes, et donc à un moment donné on s'est dit tiens, peut-être c'est intéressant d'aller chercher ça. Ouais. Alors moi il y avait un exemple que j'aimais beaucoup aussi, c'était le fait que sur les rapaces nocturnes, les plumes ont un certain design qui a pour effet de réduire le bruit en fait. Oui. Et c'est un axe de recherche aussi qui est fait en aéro. Exactement. Puisque le bruit sur les avions vient principalement de l'aérodynamique. Et effectivement, tout ce qu'on peut faire pour réduire le bruit est bienvenu. Donc pourquoi ne pas s'inspirer un peu plus de la nature? Et généralement, qui dit bruit dit traîner, donc dit parasite, donc dit consommation supplémentaire, etc. Consommation, etc., voilà. etc. Donc là, par exemple, tu parlais de ces fameux winglets, donc les petites ailes recourbées là, à la verticale. Ces winglets, quand même, c'est 40% de diminution de la traînée induite. Impressionnant. Hein. Ce qui est quand même pas mal. Donc ça veut dire autant d'économie de carburant, bien sûr, et de CO2. Voilà. Et si on emmène moins de carburant, on emmène moins de poids, donc on consomme encore moins, etc., etc. Tout à fait. Tout le monde est gagnant. Voilà. Et enfin, le dernier petit exemple, c'est celui-ci, celui du requin, avec, là, ici, vous avez un zoom sur la peau de requin.
Et donc en fait ces petites écailles, vous voyez, sont constituées de petites stries et c'est aussi un développement que les industriels sur lequel ils sont en train de se pencher parce que si on arrive à mettre ça en place avec les flux, on va gagner énormément en aérodynamisme. Et par conséquent... on va diminuer la traînée qui est générée, etc. Exactement, donc ce sont des micro-stries, l'écoulement est amélioré. C'est beau, à l'intérieur. En tout cas, c'est très beau. Hein, ouais. Vu en gros plan, là, comme ça, c'est vrai que c'est beau. Et c'est vrai qu'on imagine bien l'eau qui s'écoule là-dedans, donc les requins qui sont particulièrement bien conçus en fait, pour l'hydrodynamique. Et vu que l'eau est un fluide, l'air aussi, on peut imaginer que c'est la même chose. Et d'ailleurs, il y avait ce type de technologie qui avait été utilisée il y a quelques années aux Jeux Olympiques, notamment en natation. Ouais. Puisque certaines combinaisons... Ça avait fait débat, hein, d'ailleurs. Exactement. La pénétration dans l'eau était bien supérieure, les rendements étaient supérieurs, il y avait plus de flottabilité. Et donc, il y avait des gens qui avaient essayé de montrer qu'en fait, il y avait de la concurrence déloyale quelque part. Effectivement. Voilà, ce qui était le cas. D'ailleurs, elles avaient été interdites ensuite, mais ça existait, je crois. Ça rentrait bien dans l'eau et quand on nageait avec, ça pouvait s'appuyer sur l'eau pour gagner en hydrodynamisme. Tiens, il y a Nico qui nous dit on n'a rien inventé finalement. Ben oui, tout à fait. C'est exactement ça. En fait, il y a dans la nature, il y a plein d'exemples comme ça et effectivement, il faut s'en inspirer puisque 4 milliards d'années d'évolution par rapport à 100 ou 50 ans d'aérodynamique, ça fait pas le poids. Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé en début d'émission. Bonjour Gazemera, bienvenue. Salut Lilian. On avait parlé de la fameuse Extra Performance Wing de chez Airbus, tu sais, avec les matériaux flexibles. Tout à fait. Qui vient aussi de là. Voilà. C'est vrai que ça, c'était super intéressant parce que c'est une structure qui était déformable où on supprimerait un peu tout ce qui est mécanique externe, une surface mobile, etc. Donc ouais, tout à fait. Ça, c'est un axe de recherche aussi qui est assez Exactement. Et bienvenue à MLN 208, merci pour ton follow, bienvenue sur la chaîne. La dernière petite news de l'actualité du terminal, c'est l'intelligence artificielle qui s'invite au service du contrôle aérien. C'est NAV Canada, donc qui est l'équivalent un peu d'Eurocontrol, mais là-bas au Canada, qui s'est associé avec un néerlandais, la firme LVNL, et ils sont en train de développer, notamment en test sur l'aéroport de Schiphol, l'utilisation de l'intelligence artificielle au service du contrôle. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y avait énormément de retard. Ce qui veut dire que ça coûte de l'argent, tout simplement les retards. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de mettre l'intelligence artificielle au service de l'homme pour essayer d'optimiser un petit peu le rendement du trafic aérien. Et donc l'objectif, c'est d'aider les contrôleurs en mettant en place cette intelligence artificielle, des moyens de calcul et d'optimisation des intervalles entre les départs et les arrivées sur l'aéroport. Ça marche assez bien. Et comment ça fonctionne ? Tout simplement par un petit marqueur qui va venir s'inscrire sur la visu du contrôleur, donc sur l'écran du contrôleur, et qui va lui indiquer le moment où il est optimal de faire tourner les avions pour pouvoir les aligner et donc optimiser finalement le rendement. Ça marche particulièrement bien, d'autant plus en conditions de météo dégradée, puisque cette intelligence artificielle va prendre en compte l'aspect météorologique du secteur. Impressionnant. C'est assez nouveau. Les données sont traitées en temps réel et que ce soit au niveau météo, type d'avion, trafic environnant, tout est computé en quelque sorte pour optimiser tout ça et retransmis derrière au contrôleur. Alors est-ce qu'on pourrait imaginer un contrôle sans humain finalement ? Est-ce qu'on peut imaginer un avion sans pilote ? C'est la même philosophie, c'est la même question en fait. On est exactement sur la même problématique. Ceci dit, il a été introduit il y a quelques années, en 2015, sur l'aéroport d'Heathrow et mine de rien, diminution de plus de 62% des retards. Ce qui n'est pas rien, surtout par mauvais temps. Donc c'est une aide visiblement non négligeable. Et est-ce qu'on a des statistiques sur les incursions pistes, etc. ou est-ce que ça a eu une incidence? Alors, pas en détail. Le seul truc qu'on peut dire déjà, c'est qu'on est quand même à plus de 50% de diminution des retards, donc au niveau des coûts. Il n'y a pas photo pour les compagnies tout le monde y est gagnant. Tout à fait, c'est énorme. Voilà. Écoutez, c'était la quatrième et dernière petite actualité du terminal
pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire sur le chat, il est à votre disposition. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, parce que j'en vois quelques-uns sur le chat, encore une fois, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à follow la chaîne si vous ne l'avez pas fait. Vous cliquez en dessous sur follow. Vous activez les notifications, comme ça vous savez quand on est en live. Et puis si vous voulez nous soutenir, un petit abonnement, ou si vous avez un abonnement Amazon Prime, vous pouvez le convertir gratuitement en un abonnement pour la chaîne. C'est gratuit, ça coûte rien. Bon à savoir. C'est comme les Robins des Bois en fait. Okay. L'argent qui va à Jeff Bezos, le patron d'Amazon, en fait vous le prenez, vous nous le donnez. Voilà, c'est ça. Donc soyez les Robins des Bois de la zone. Voilà, écoutez, ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver notre invité du jour. On vous l'avait promis, on a avec nous ce soir un pilote de ligne, notre ami Frédéric Delay, qui est avec nous. On lance la séquence Un visage dans les nuages, puisqu'on va le retrouver tout de suite. Donc, elle est où? Le visage dans les nuages, ici, et on retrouve tout de suite notre ami Frédéric. Et on retrouve notre ami Frédéric qui est avec nous en direct, en visio. Alors hop, j'ai enlevé ça comme ça, on voit en gros plan et c'est parfait. Salut Frédéric. Salut Frédéric. Eh ben écoute Fred, sois le bienvenu dans la zone, on est ravis de te recevoir. Ça fait très plaisir. Je sais que je sais que tu suis l'émission un petit peu depuis son commencement. Tout à fait. Et ça nous fait plaisir de te recevoir, d'autant plus que parmi nous, alors il y a évidemment des gens qui volent en aéroclub qui sont des passionnés, mais il y a aussi des gens qui se destinent à faire carrière. Voilà. Il y a des gens qui font de la simulation aussi beaucoup, notamment en streaming sur les réseaux sociaux. Et quelque part, tu es le point de corrélation de tous ces gens-là. Écoute, si je peux aider, si je peux répondre à des questions et surtout montrer un peu les facettes de mon métier, c'est vraiment avec plaisir. Eh bien écoute, voilà. Tout le plaisir sera pour nous. Avant toute chose, dans le chat, on va vous demander si vous entendez bien Frédéric, comme ça au moins on est sûr que tout va bien. Nous on l'entend bien de notre côté. Dites-nous dans le chat si vous entendez bien Frédéric. Il y a Fred qui a dit coucou mon Fred, donc je pense qu'il Ah oui, j'ai vu que monsieur Fred Ducara qui était connecté, j'ai tout de suite marqué ce pseudo. Bon, parfait. Donc, si tout le monde entend bien tout le monde, eh bien, écoutez, on va attaquer sans plus attendre. Alors, Fred, on ne va pas déroger à la tradition. La tradition, c'est que notre invité a 1 minute pour se présenter. Donc, on déclenche un petit chrono. Et en 1 minute, on fait une petite présentation de qui tu es et comment... tout ce que tu veux nous dire en 1 minute. Ça marche? Ok, écoute, pas de problème. Eh ben écoute, je viens juste d'avoir 55 ans, je suis pilote de ligne donc depuis maintenant presque 25 ans. Je suis commandant de bord 777 depuis presque 2 ans. Auparavant, j'ai fait 3 ans comme commandant de bord pendant 4 ans. Et le début de ma carrière, j'ai fait des études classiques, des études d'ingénieur. Le jour de mon diplôme, je m'inscrivais au concours d'Air France, qui est multivalent du concours un cadet qu'on appelle l'initio. Ça a bien fonctionné. Donc 1 année et demie de PM théorique, de 4-10. Ensuite la guerre du Golfe, quelques années d'attente. Ne soyez pas pressés pour ceux qui ont des petits problèmes à ce niveau-là. Et puis reprise de formation pour être lâché en 98. Ensuite, ça a été extrêmement rapide, 2 ans et demi de 737, 4 ans, 333, 40. Joli parcours. De 777 et Captain 3. Voilà. Bravo, très félicitations. Bien. Super parcours. Écoutez, voilà, 1 minute impeccable. Nickel. Écoute, on va revenir un petit peu sur tout ce que tu nous as dit. Encore une fois, dans le chat, si vous avez des questions particulières que vous voulez aborder, que ce soit pendant ou après, n'hésitez pas à le faire. Nous, on va mettre les questions de côté, on va les dérouler en même temps avec Frédéric. Donc, n'hésitez pas à les poster. Vous n'allez pas nous interrompre ou quoi que ce soit. N'ayez aucune crainte. On est là, au contraire, pour répondre à toutes les questions. Alors, Fred, est-ce que tu peux déjà nous expliquer, nous raconter un petit peu d'où vient ta passion pour l'aéronautique? Comment c'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a déclenché ce fameux déclic aéro? Alors la passion aéronautique, depuis mon enfance, je pense comme certains d'entre nous, pas tous d'ailleurs, beaucoup de copains de promo
C'est une passion qui est venue beaucoup plus tard, je dirais même en classe préparatoire, parce que le chat n'avait pas vraiment envisagé quel type d'études. Évidemment, les études de sciences, mais quand on a 18 ans, on n'a pas trop d'idées pour certains. Donc moi, c'était vraiment une passion dès l'enfance. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est comme ça. Ensuite, je me suis passionné pour les maquettes, l'aéromodélisme. Vraiment mis le pied à l'étrier de l'aéronautique. Tout ce qui est connaissance aérodynamique, les moteurs, ce genre de choses. Et déjà le pilotage. Je faisais des petits avions radiocommandés, j'en plaçais beaucoup, mais ça c'est autre chose. On est tous passés par là. Ouais, voilà. Mais au moins on apprend beaucoup, j'ai appris à travailler avec mes mains, puis j'ai vu que le pilotage surtout me plaisait. J'ai pensé la porte d'un aéroclub, notre aéroclub Sébastien qui s'appelle LFGM, Montsoleil-Moucounou, à côté de Saint-Yan. Et puis je me suis un petit peu renseigné, la faisabilité. J'ai pas tout de suite signé parce que je voulais pas me déconcentrer et finir mes études d'ingé. Ça me demandait quand même beaucoup de travail, surtout que j'ai passé une année en Grande-Bretagne au niveau de diplôme. Donc je pouvais pas vraiment me focaliser que là-dessus. Donc moi je suis venu au pilotage réel à 23 ans, c'est-à-dire j'ai fait une petite dizaine d'heures de vol en club, un 112 puis un DR220, et ensuite je suis parti directement en formation, où là j'ai commencé par une trentaine d'heures de cabis qui nous permettaient d'apprendre les bases du pilotage. Ça permettait aussi de faire une petite sélection pour les gens qui étaient faits pour ça. L'air, c'est quand même voler comme ça, c'est quand même pas si évident entre être au sol et puis être aux manettes. Ça m'a beaucoup plu, ça a bien fonctionné. Ensuite, on a enquillé, si je puis dire, toute la partie théorique qui était très longue, puisque ça durait à peu près 1 an. Heureusement, maintenant, ça a été quand même un petit peu simplifié. Oui. Ça s'est quand même bien amélioré. Parce que nous, on apprenait vraiment des choses qui, à mon avis, n'étaient pas vraiment utiles. Mais bon, ça, c'est notre système français. J'en suis sorti donc, avec toujours un peu là-dessus. De ligne. Et le diplôme également d'ingénieur de la navigation, ingénieur navigant de l'aviation civile. Pourquoi? Parce que Air France, à l'époque, ne savait pas exactement gérer ses effectifs et pensait qu'il allait avoir besoin d'ingénieurs navigants pour le pilotage de ses A310 et ses 747-200 passagers et les 747-300 cargo. Voilà. Donc, moi j'étais toujours aussi passionné. Tu as travaillé en mécanicien navigant aussi? Non, pas du tout, puisque la guerre du Golfe, quand arrivé par là, du jour au lendemain, je suis occupé à la porte, comme 200 de mes camarades. Et il a fallu, évidemment, après mon service militaire, j'ai pu faire comme officier de gendarmerie pendant 1 an, je me suis régalé. Encore une fois, c'est des expériences qui sont gratuites, un petit peu payées, qui sont passionnantes, et il est intéressant de voir ailleurs pour se faire un peu une idée de ce qui se passe justement dans différents domaines. Il peut aider ensuite justement pour mon métier. Ça m'a aidé d'ailleurs, à différents points de vue. Et puis bon, j'ai fait des petits jobs, j'ai fait prof de maths, jusqu'à trouver un emploi comme ingénieur, enfin, pendant 4 ans. Mais alors pendant ces 4 ans, j'ai quand même volé. J'ai même passé mon brevet de pilote privé à l'aéroclub, puisque je n'avais qu'une trentaine d'heures de cabine, c'est-à-dire que je n'avais rien, même pas mon brevet de base. J'ai fait ça en aéroclub, en parallèle. Ça me permettait de garder le contact avec le pilotage des avions, voire d'autres choses, et puis de maintenir mes compétences théoriques lors d'une éventuelle reprise qui s'est effectivement réalisée. Okay. Alors il faut savoir que j'étais toujours vraiment passionné. C'est-à-dire que j'envisageais même d'arrêter mon job à 27-28 ans d'ingé, j'avais presque 30 ans, pour pouvoir partir aux États-Unis et faire ma formation. Ah oui.
puis essayer de trouver un emploi par la suite. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que tu as toujours la même passion qui t'anime chaque matin? Toujours. Très bien. Ouais, toujours. Ça, Toujours, je fais partie Je pense que la grande majorité, je me lève le matin avec la banane quand je vais aller voler. Même si je sais que je ne vais pas me coucher avant 3-4 heures du matin le lendemain. Le lendemain en courant, si vous voulez, mais ouais, je suis heureux. Ouais, je suis heureux. Parce que je vais aller voir le soleil, je vais faire des trucs. Et c'est comme ça. Je peux pas vraiment l'expliquer. Je pense que toutes les professions très techniques, comme les médecins, les chirurgiens, les meilleurs amis chirurgiens, exactement la même chose. Il sait qu'il va opérer pendant 12 heures, il sait qu'il va être fatigué, il va s'arracher, il va transpirer, il va flipper, il va avoir un problème corporel, il va avoir des problèmes techniques. C'est comme ça. D'accord. C'est notre passion. Ok. C'est ma passion. Une de mes passions, de mes plus grandes passions. D'accord. Et justement, donc tu parles de toute ton évolution. Est-ce que comment est-ce que tu envisages les difficultés en fait des choses? Tu parles de difficultés par exemple pour des chirurgiens, c'est un bon enchaînement. Comment est-ce que toi tu as abordé cette évolution entre le début, peut-être les avions, tu parlais des 737, des 320, comment est-ce que tu pourrais le classifier jusqu'à aujourd'hui en étant sur long courrier, 777 avec du monde, avec du personnel de cabine? L'évolution, ça se fait relativement bien. D'abord, je pense que nos compétences techniques à la base, j'avais des compétences techniques étaient assez élevées parce que j'avais fait de la mécanique, beaucoup d'électronique, un petit peu d'informatique, mais pas trop. C'est pas vraiment une chose que j'aime bien faire. Le fait est que toutes ces connaissances font que une machine relativement simple comme était le 737 avec des rotacteurs, des interrupteurs où on appuyait directement pour avoir le fonctionnement d'un système avec et encore moi c'était 737 avec FMS déjà, mais extrêmement simplifié, fait que c'était relativement préhensible pour moi avec la documentation technique que l'on avait à l'époque. Il faut savoir également que maintenant les documentations sont beaucoup plus orientées, je dirais, procédure, pilotage, utilisation, mais pas du tout au niveau technique et mécanique. Alors ça peut être intéressant, mais ça peut poser des problèmes d'interprétation, en particulier quand il y a plusieurs pannes qui peuvent influencer les unes avec les autres. Ah oui. Et ça nous met un petit peu en... On est obligé de faire appel à des services extérieurs. Alors, sur moyen courrier, ce n'était pas trop le cas parce qu'on partait pas très très loin. Et sur long courrier, on utilise beaucoup les communications avec le sol, la maintenance en particulier, pour avoir des informations supplémentaires nous permettant de mieux avoir une conscience de ce qui se passe, de cette situation, pour pouvoir ensuite prendre la décision unanime de l'équipage en étant pleinement responsable. C'est le commandant de bord qui décide à la fin. En fait, cette évolution, ça se fait relativement aisément, et je dirais le design des avions, le travail fait par les ingénieurs, le travail fait par les pilotes d'essai, rendent la chose véritablement assez facile à mettre en œuvre, même pour des avions ultra modernes comme on peut avoir, comme le 350 qui vient d'arriver chez nous, ou la 220. Moi, je suis allé dans le poste de la 350, il y a des écrans partout, il y a des souris partout, mais en parlant avec qui sont sur 350, la base est toujours la même et l'interfaçage est vraiment de plus en plus abouti et aisé à comprendre, même pour des personnes comme moi, ça fait plusieurs années. Mais après, on a l'expérience, l'expertise qui fait qu'on arrive un petit peu à dominer le sujet et savoir ce qui est important, moins important, et ne pas se perdre dans des choses inutiles. Ouais.
D'accord. Donc beaucoup de relations, tu le disais, avec le sol sur la maintenance. L'objectif, c'est aussi d'avoir comment dire, un troisième avis, un avis objectif qui n'est pas dans l'avion? Exactement. Notre souci, c'est qu'on a une documentation technique qui est très réduite. Alors sur 737 à l'époque, elle était assez complète. Sur 330, 340, c'était déjà un petit peu plus faible en information. Sur 777, il n'y a pratiquement rien. Et sur 320, c'est assez technique aussi. Donc on est obligé de prendre des fois des avis complémentaires pour pouvoir comprendre certains dysfonctionnements qui peuvent nous arriver en vol, qui arrivent assez peu en vol, mais souvent avant la mise en œuvre de l'avion ou pendant la mise en œuvre de l'avion. Et là, c'est quelque chose que moi, je commence à trouver un petit peu dommageable. D'accord. Intéressant. C'est mon sentiment qui est à peu près le même sentiment partagé par des camarades. Mais l'avantage, c'est que, attention, moi je suis dans une super compagnie avec des services exceptionnels. Je peux communiquer avec eux et je peux avoir des bonnes informations. Oui. Quelqu'un qui est dans une petite compagnie, s'il n'y a pas de service maintenance qui répond 24 heures sur 24, dans une situation un petit peu pénible où on est obligé de prendre des responsabilités et qu'il y a un système qu'on n'arrive pas à comprendre, là ça peut être un petit peu dommageable. Ça peut être plus complexe, oui. Petite question tiens, de Nicolas, puisqu'on est dans le thème. Hop, je vais l'afficher, voilà. Quelle est sa préférence, philosophie Boeing ou philosophie Airbus? Bonne question. Ah, excellente question. Alors au départ, j'étais bien branché Boeing. Ah non, Boeing. It's not Boeing, I'm not flying. C'était des autocollants qu'on trouvait souvent sur les mallettes des pilotes. Comme Mathieu Bini d'ailleurs, il avait fait souvent celle-ci. Alors, maintenant, la 2020, je trouve que Airbus a énormément amélioré son interface, sa documentation, le niveau de ses procédures. Pourquoi? Parce que ces deux compagnies ont réussi à remettre l'homme, l'opérateur, dans l'avion. Le problème qu'on a eu avec Airbus, c'est que Airbus, à un moment donné, a commencé à dériver grandement depuis 1988, depuis la mise en route du 320, en disant, j'entendais le chef pilote qui disait la femme de ménage peut piloter un 320. C'est ça. Ouais, ça marche en appuyant sur l'AP, AP1, AP2, oui, il n'y a pas de problème. Si vous prenez un bouton pour changer de cap, malheureusement, un avion, ça se pilote, même un avion qui est automatisé. Il faut avoir une vision globale très importante, puisque c'est un environnement complexe. Alors, l'avantage que je vois, moi, sur Boeing, niveau pilote pur, c'est que quand je fais ça, j'ai un gros manche et je vois ce que l'OPL peut faire. Ça, c'est quand même intéressant. Le problème du 320, du 330, du 340, chacun a son joystick de son côté. Le capitaine était à gauche. Moi, quand j'étais copié 330, 340, je l'avais aussi à droite. Je faisais quelque chose pour savoir ce que fait l'autre, malgré un système de croix, un système de priorité. Je trouve que c'est pas évident. À ça, je parle de l'aspect typiquement pour avoir une bonne cohésion équipage, de savoir ce que fait le pilote flying, le pilote monitoring. Pour le capitaine ou coquille, pour simplifier. Maintenant, les qualités de vol de la 320, en pilotage pur, je parle, je trouve ça vraiment très intéressant. Ça se pilote assez facilement, mais vraiment comme un avion, comme un Boeing. Là, je ne vois pas de différence. L'intérêt que je vois du 320, c'est justement en cap-panne. Parce qu'en cap-panne, il y a pas mal d'options possibles, et en particulier des resets que l'on peut faire. Alors, en principe, on ne fait pas de reset en vol, les gens ne le font pas, c'est très rare. Mais par exemple, avant de partir, si on a des soucis techniques, on peut remettre à faire des resets de computer de façon assez régulière et importante. Et ça solutionne beaucoup de problèmes, y compris pour les mécanos.
D'accord. C'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Alors que Boeing, en principe, tout fonctionne bien. Quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est déjà beaucoup plus complexe. Et il est clair que le pilote, lui, ne va pas pouvoir faire grand-chose. Ok. Donc maintenant, Boeing ou Airbus, avant j'étais vraiment 100% Boeing. Bon, maintenant, je dois dire que je suis encore un petit peu plus Boeing. Ça serait 60% Boeing, 40% Airbus. Sachant qu'ils ont fait quand même un gros souci, pour moi c'est aussi le Rio, ça m'a beaucoup marqué, parce que c'était Oui. mes camarades, évidemment. Cette histoire de mini-manche m'a beaucoup perturbé, mais après, en tant que pilote, moi j'étais pilote sur 320, et c'est très très agréable à piloter. Les procédures sont bien faites, elles peuvent s'améliorer, alors que sur Boeing 777, les procédures sont vraiment bien faites. Ouais. C'est vraiment bien fait. Voilà. Et vous êtes Donc, source je de dirais propositions? une petite préférence. Pardon? Vous êtes source de propositions, justement, tu dis les procédures peuvent s'améliorer. Vous êtes entendu ou comment ça se passe? Non. Non? Non, alors en fait, quand il y a des problèmes comme ça, qui sont des problèmes généraux, importants, en particulier, on a eu le souci des checklists normales d'Airbus et assez longue, assez complexe, et un peu à l'inverse de ce que l'on nous apprend. C'est-à-dire qu'on ne doit jamais être deux pilotes dans l'avion quand on roule, ce genre de choses. Les checklists, ça doit être vraiment des choses vraiment fondamentales pour éviter la grosse bêtise. Mais les checklists Airbus sur 320 étaient beaucoup trop longues. Et là, par exemple, il y a un fort retour des équipages vers leur bureau technique, chose différente, et c'est le bureau technique qui est en relation avec Airbus qui fait remonter l'information. Ouais. Et effectivement, après quelques années, je sais qu'ils ont une amélioration dans la gestion de ces checklists, par exemple. D'accord. Et sinon, non, un avion est certifié, tu n'as pas le droit de changer, Ouais. de rien faire. D'accord. Ok. On passe quelques petites questions du chat aussi au fur et à mesure, elles s'affichent. Si vous avez des questions à poser à Frédéric, encore une fois, n'hésitez pas à le faire et à le poser sur le chat et nous on les relaie. Petite question de MLN 208 qui demande si tu as déjà connu l'effet tunnel. On parlait peut-être de panne ou ce genre de choses. C'est une bonne question. Ah, l'effet tunnel. L'effet tunnel. Donc la tunnelisation. C'est ça. L'effet tunnel, c'est la physique. La tunnelisation sur une. Oui, ça m'est déjà arrivé, bien sûr, hein, comme tous les équipages. Mais on a un avantage, c'est qu'on a des procédures qui nous protègent sur cette tunnelisation de l'objectif. Et l'objectif facile, hein, la tunnelisation, c'est on veut absolument se poser, on veut absolument aller à destination alors que l'on sait que le pétrole va être un petit peu juste, ou que la météo va être dégradée, ou par exemple, si j'ai un passager qui est malade, est-ce que je vais prendre la bonne décision en me disant bah non, mais en fait je suis à 2 heures de l'arrivée, ce genre de choses. Ça peut être un effet de tunnelisation. On va parler de l'effet de tunnelisation qui peut arriver par tout pilote privé. C'est-à-dire, je veux le poser alors que je suis pro, je le promets. Classique. Alors, on a une procédure très simple à tous les niveaux, hein, c'est la remise de gaz. Et l'avantage par rapport au pilote privé, où le pilote privé il est tout seul dans son avion, il va tout gérer, nous on est deux. Donc, le pilote monitoring va être le pilote qui va avoir un petit peu de recul, il va même reculer son siège, et c'est lui qui va définir, après l'avoir exposé au briefing, s'il voit par exemple que le pilote flying, celui qui est aux commandes, veut absolument y aller, ou il sent qu'il est quand même déstabilisé, qu'on ne va pas être stabilisé, s'il ne réagit pas, avec l'avion, le pilote monitoring va lui réagir et lui dire d'une certaine façon est-ce qu'il ne faudrait pas remettre le gaz pour être dans les clous. Ouais. En fait, cette effet de tunnelisation, oui, ça m'est arrivé, bien sûr. Hein. J'ai pas d'exemple, pas de choses qui reviennent
comme ça, donc ça a dû bien se passer, c'est-à-dire le gaz. Et je sais, j'ai 3-4 remises de gaz sur le hein, je me rappelle absolument, mais je n'étais pas du tout dans la tunnalisation. Ouais. C'est-à-dire que j'avais défini certaines choses, les paramètres n'étant pas pour mettre les gaz. Mais la tunnalisation, oui, ça m'est arrivé, mais ça a toujours été bien géré, soit par moi, ou je ne m'en rappelle pas, ou par le pilote moniteur qui faisait ce qu'on appelait copie. Oui, d'accord. Ok. Alors moi j'avais une question oui, sur... c'est super intéressant de discuter avec quelqu'un qui a une carrière aussi longue que la tienne. Et est-ce que tu pourrais nous dire si sur 25 ans, tu as noté un changement dans la place qu'occupe le pilote dans l'ensemble du système, on va dire? Est-ce que entre un 737-200 ou un 777 moderne ou un 350, etc., tu as noté ouais, une différence de place en fait du pilote? Ah oui. Ah oui. Il n'y a plus rien à voir. Quand je suis rentré bébé pilote copie avec 250 heures de vol sur majoritairement TB20 et on a fait quoi du Beech 58, un petit peu d'Airbus 300 au simu. Bien, je me suis retrouvé avec des commandes en bord avec plusieurs milliers d'heures. J'avais vraiment pas le droit de parler. Hein. Ah ouais. Pilote, si ça va pas, je ne pas dessus. Encore, hein, ça existait, on est clair, hein, jusqu'à une quinzaine d'années. Hein. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un terrible accident. On a essuyé quand même 2 crashs. C'est bien terminé de Toronto, mais par contre, un où on a quand même détruit un avion et l'ensemble de l'équipage de passagers. À partir de là, il y a eu quand même un point sur la table. Alors les syndicats se sont mis dedans, bien entendu. Et là, on s'est dit, on ne sait pas faire, il va falloir demander de l'aide. Et on a demandé de l'aide, évidemment, aux anglo-saxons. Et un travail énorme a été fait. Et tout ceci a révolutionné vraiment tout notre système de formation. Mais il n'y a pas que nous, hein. Plusieurs compagnies aériennes à avoir eu à peu près la même mode de fonctionnement il y a 15 ans, et puis après, bon, ça s'est totalement changé. Maintenant, sur 320, j'accueillais souvent des cadets. Les cadets sont des pilotes qui avaient encore moins d'heures de vol effectives, surtout en commandant de bord. Parce qu'eux, ils font du vol à deux, c'est pas vraiment du vol tout seul. Quand vous êtes instructeur tous les deux, vous savez très bien que quand on est tout seul dans l'avion ou à deux, ça change de vol. Tout à fait. Sur un monomoteur, n'est-ce pas? Par l'expérience aussi. Et donc, eh bien, je le prenais tout de suite vraiment pour un pilote totalement opérationnel, 100%. C'est-à-dire, s'il disait quelque chose, j'écoute. J'écoute tout le temps. Et la majorité du temps, ce n'est que des choses extrêmement pertinentes. C'est-à-dire que l'information s'est transformée, l'état d'esprit du capitaine s'est transformé. La formation s'est transformée, c'est-à-dire on s'est rendu compte que ça coûtait tellement cher qu'on a diminué en fait le volume de formation. Et par contre, en diminuant, il fallait faire une formation extrêmement performante. Oui. Ben, je pense qu'on arrive plutôt bien actuellement. Donc, oui, le rôle du pilote, il a changé. C'est radical. Oui. Et ça rejoint peut-être la question de Nicolas qui dit est-ce que le copilote a un rôle pour empêcher cette tunnelisation? Donc la réponse est clairement oui. Ah bah oui. Il faut bien savoir qu'un équipage, c'est pas 1 + 1 égale 2, hein, c'est 1 + 1 égale 3. L'objectif de l'équipage, c'est souvent ce qu'on dit en facteur humain. C'est du facteur humain de base. Hein. C'est 2 cerveaux vont être beaucoup plus performants de réflexion pour pouvoir prendre la bonne option de décision. Et ça n'existait pas vraiment. L'aéronautique est une science assez jeune. Hein. Maintenant, c'est vraiment bien construit, c'est bien fait. Alors, il y a encore plein de choses à faire, hein, l'amélioration, bien sûr. Oui. Et je trouve qu'effectivement, la question de Michael
ça a beaucoup changé. Et vraiment dans le bon sens. Ouais, De toute façon, on d'accord. n'avait pas le choix, hein, sinon c'était un passe par semaine hein, dans le monde. Ouais, ça devenait complètement une baisse. Ouais. Il fallait changer vraiment ça. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Autre petite question, alors, qui est plus sur l'évolution de carrière. Question d'Aviateur 59, notre ami Polo, qui dit pour passer de copilote ou à commandant de bord, quel laps de temps tu as mis toi personnellement pour évoluer? Alors, ces fonctions, il y a deux choses. Est-ce que l'on se sent prêt? Et ensuite, dans l'entreprise dans laquelle tu voles, la compagnie aérienne. Logiquement, Air France, ça se passait comme ça. Les gens rentraient comme pilotes de ligne moyen courrier. Ça durait 3-4 ans. Faisaient ensuite 6 ans de petit long courrier. Et ensuite, une petite dizaine d'années, ils entamaient le stage commandant de bord. Sachant que dans cette compagnie, dans toutes ces grosses boîtes, les gens qui sélectionnent sont des gens pour devenir commandant de bord. Je ne sais pas si c'est pas évident à comprendre. Et on ne va pas recruter quelqu'un pour être que pilote. L'objectif, c'est de recruter des futurs commandants de bord. Donc on sait très bien que notre objectif de notre carrière sera obligatoirement apprendre le métier, hein, bien sûr, hein, comme coquille. On passera commandant de bord. Et il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que dans une boîte comme Air France, on décide en fonction de notre rang sur notre liste de seniorité, ancienneté, je dirais administrative, à partir de quand on a la possibilité de changer de poste, d'avoir une évolution de carrière très importante qui est celle du passage d'officier pilote à commandant de bord. Oui. Donc avant, je dirais c'était une dizaine d'années. Alors maintenant, tout ça est en train de changer vraiment. Et avec cette reprise, on a Transavia. Transavia a recruté beaucoup de pilotes. Et beaucoup de pilotes sont des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui viennent de EasyJet, de Ryanair, quelques militaires, plein de familles différentes. Donc c'est des gens qui ont énormément d'expérience, beaucoup d'heures de vol. Il faut savoir que les postes de commandant de bord sont ouverts. Maintenant, au bout de 4 ans, quelqu'un qui rentre chez nous peut être commandant de bord 737. Mais pas Air France pure, hein. Il sera donc Transavia, mais c'est exactement la même formation. Il est considéré comme un commandant de bord Air France. Donc quand il aura la seniorité pour être sur 777, il fera sa canute 777 comme moi j'ai pu. D'accord. Donc ça peut varier, je dirais actuellement 3-4 ans. Moi j'ai choisi, j'ai une carrière très particulière, pas particulière disons. Moi j'ai choisi d'être longtemps au PL long courrier parce qu'il m'intéressait. Ce qui m'intéressait en fait c'est le long courrier. Pour être commandant de bord long courrier, l'attente en moyenne était de 18 à 20 ans d'expérience, d'ancienneté, pour pouvoir prétendre à cette fonction de long courrier. Oui. Donc je ne voulais pas faire 10 ans de moyen courrier en tant que commandant de bord 3 ans. Moi je suis passé assez tard, c'est un choix personnel. Oui. D'accord. Alors on vous reparlera justement de cette particularité. Oui, si, de cette particularité de vie, on va dire, d'un OPL ou d'un commandant de bord long courrier, parce que c'est quand même un rythme de vie qui est particulier. 2-3 encore petites questions du chat. Céline qui demande quel est l'avion. Alors on va être très général, pas forcément peut-être que dans l'aviation de ligne, mais en règle générale, quel est l'avion que tu as préféré piloter? Les avions. Tous les avions, donc aucun en Donc particulier. le Boeing 777, j'ai adoré. Et le 320, j'ai bien aimé parce que je faisais tellement d'étapes que ça devient vraiment prolongement de son bras, hein, Oui. avec le joystick à gauche. Voilà. Et je maîtrisais vraiment cet avion. Après, un avion de courrier, c'est différent parce qu'on ne fait pas beaucoup de décollage, pas beaucoup d'atterrissage. C'est quelque chose qui est beaucoup plus stable, qui est beaucoup plus lourd, qui a beaucoup plus d'inertie. La gestion, encore une fois, on parle de la gestion de l'avion aussi.
question du 777, j'adore leur système de checklist électronique. Pour l'instant, que j'ai rechoisi le 777 en avion et OPL 777 pendant 9 ans, c'est que cet avion m'a beaucoup plu. D'accord, ok. Le PIM, nous dit Fred avec un petit clin d'œil dans le D112 du club. Petite question de Nicolas qui fait référence, on parlait tout à l'heure de la différence d'expérience entre des fois les jeunes sortis d'école et les anciens commandants de bord. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé avec un jeune sorti d'école avec 250 heures qui était entre guillemets à côté de la plaque? Non, jamais. Sans balancer, il précise. Oui, sans balancer. Sans balancer, non, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tellement de tests, on est toujours testé, on est toujours contrôlé, tant qu'on n'est pas lâché, y compris comme on le voit en moyen courrier. Il faut savoir qu'après chaque vol, il y a toujours une évaluation, il y a toujours des réunions chaque semaine, on est observé. Les OPL, c'est la même chose. Tant qu'on n'est pas lâché, bien lâché la fin du dernier vol de contrôle, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui est à côté de la plaque. Ouais. Pas possible, on ne peut pas. C'est-à-dire que le système est tellement bien fait maintenant, les évaluations sont très très précises. C'est plus une petite phrase, une évaluation, je me permets simu, il y a 5 ou 6 pages de compétences. On peut pas. On peut pas avoir. Alors évidemment, certains sont meilleurs que les autres, mais ça c'est toujours la même chose, mais le panel, je trouve que la qualité de la formation maintenant fait qu'on ne peut pas avoir quelqu'un à côté de la plaque. On peut perdre par exemple quelqu'un, effectivement, je ne sais pas, moi sur une grosse panne, il est un peu perdu, d'accord. Mais à côté de la plaque, c'est jamais arrivé, je pense que ça n'arrivera plus. Les garde-fous sont en place pour justement éviter ces soucis-là. Oui, exactement, les garde-fous de contrôle, les garde-fous de contrôle de lâcher. Tous les 6 mois, on repasse quand même, on passe au simu quand même. Ah oui, ça c'est important de le dire d'ailleurs. Tous les 6 mois, on peut perdre sa licence, peut être interdit de vol. En plus, maintenant, les scénarios, c'est des scénarios qui sont très très ouverts. Donc il faut quand même réviser un peu tout. Ouais. Bon, ça c'est le travail des jours. Si tous les jours, on doit toujours être à peu près avec sa doc en tête. Donc non, pour répondre à la question définitive. D'accord. Ok. Petite question de Fingergold, l'ostéo de la zone, qui dit: est-ce que tu as remarqué que les pilotes, donc peut-être tes collègues, avaient certaines douleurs chroniques particulières à ce métier? Est-ce qu'elles sont liées à l'appareil? Bonne question. Bonne question, elles sont surtout liées au siège. Au siège? Oui. Le siège de l'avion est un siège qui est quand même d'un point de vue ergonomique relativement de basse qualité. Alors je pense que la raison c'est pour que l'ensemble des pilotes soit toujours éveillés. Les traumatismes qu'on peut avoir, certaines pathologies, les gens ont mal au dos. Ouais. C'est du grand classique, un peu de torticolis aussi. Le nez sec, parce que le 777 en particulier n'a pas d'humidificateur. 350 en a un, ça change la donne. Bon, ça va. Ouais. Ah, ça, tu vois, D'accord. Ok, très bien. Justement, on va profiter de cette question pour enchaîner sur cette particularité du métier de pilote long courrier. En quoi ça impacte sa vie quelque part d'être long courrier? Parce que quand on part, on imagine justement qu'on a des durées de trajet qui sont extrêmement longues. Comment est-ce qu'on gère la récupération? Parce qu'avec le décalage horaire plus la récupération du vol, on est crevé. Exactement. C'est des particularités et surtout une des grosses différences entre pilote moyen courrier et pilote long courrier. Il faut savoir qu'il y a des pilotes moyen courrier chez nous qui n'auront jamais fait de long courrier, qui ont testé et puis ils se sont rendus compte que ce n'était pas possible parce que impossible de supporter ce rythme de vie en point de vue récupération en particulier. Alors, le début, si tu veux, effectivement, la chose la plus complexe à apprendre à gérer, c'est le décalage horaire.
surtout pour des gens qui ont des problèmes de sommeil. Moi d'ailleurs, j'ai un sommeil extrêmement léger. Comment j'arrive à gérer ça? Alors, je gère déjà différemment quand j'avais 35 ans et maintenant 20 ans plus tard. Je gère comment? Eh bien, cela dépend des vols, la durée du vol, ça va dépendre de la durée de l'escale. Si je fais un vol vers l'est, si je fais un vol vers l'ouest. Oui. Donc à partir de ce moment-là, je sais comment je vais gérer, à quelle heure à peu près je vais me coucher. Je sais si je vais pouvoir faire du sport à quel moment. Je surveille également mon alimentation. Il y a certaines choses qui font qu'on a des problèmes de sommeil, tout ça est lié, mais on est bien formé là-dessus. Il faut savoir ça aussi, c'est qu'on a une bonne information de ce côté-là. On t'interdit l'apéro avec les burgers alors? Bah si, malheureusement, moi je le fais. Ah d'accord. Je vais vous prendre un exemple, à Los Angeles par exemple, qui part... alors Los Angeles, il faut savoir qu'il y a 9 heures de décalage. Et moins 7 plus 2 actuellement. Donc si je pars à 11h du matin, je vais arriver à 17h, quelque chose comme ça, à l'arrivée. Donc 17h plus 9, il est déjà 2h du matin. Heure parisienne, ça déroule. Ça fait une journée longue. Mon rythme circadien est arrivé à 2h du matin. Alors, ça change relativement vite parce que j'aurai vu le soleil. Alors, le soleil diminue la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Je vais déjà être un petit peu plus éveillé que d'habitude. Moi, dans ce cas-là, le temps d'arriver à l'hôtel, la couchée de l'avion, et le bloc, je dirais, arriver, et puis l'hôtel, on va compter 2 heures à peu près. Là, moi, j'aime bien quand même sortir. Alors, je ne dis pas que je vais manger, mais je fais un petit tour. Voilà, je vais marcher. Moi, je veux prendre l'air. On ne ferme pas dans la chambre, même si la chambre est confortable. Et puis, j'essaie de m'endormir, mais au moins avec le ventre un petit peu plein, parce que sinon, je vais être réveillé. Après, à 3h du matin, 2-3h du matin, voilà, j'ai les yeux, je suis arrivé. En heure locale. Et là, on gère comme on peut, soit... J'attends un peu le lever du jour comme moi, c'est-à-dire je prends mes baskets, ma casquette et puis je vais courir. Je vais à la salle de sport parce que c'est ma passion. Ensuite, je vais au petit déjeuner. Là, on peut faire une activité où certains vont déjà refaire une première sieste. Si on repart le soir, Los Angeles, ça n'existe pas en 24 heures. Le soir, ça se passe à peu près correctement, sauf que les gens vont quand même se coucher à 20h, 21h, parce qu'on ne s'habitue pas au jet lag comme ça. Et le lendemain, par contre, on repart toujours en fin d'après-midi. Pour un vol comme ça, on repart 48 heures plus tard, donc fin d'après-midi, donc vers 13h, tout le monde va se coucher. On essaye de faire une sieste d'une heure et demie. D'accord. On gère. Après le retour, alors je passe, mais dans l'avion, on se repose quand même. On fait des nappes, c'est le premier point, et puis ensuite on a des couchettes dans le P7, comme le 350, comme le 330, 340. Donc on fait des quarts, et puis chaque jour on a une période de repos, des fonctions en fait du temps de vol, du temps aussi de retour avant l'atterrissage. Quand j'arrive chez moi, si j'arrive en fin d'après-midi, c'est facile, c'est le soir. Donc là, je fais mon repas et puis je vais me coucher. Le lendemain matin, j'essaie de me lever vers 7-8 heures pour pouvoir me recaler tout de suite. Et il y en a qui n'y arrivent pas, beaucoup plus tard, sauf que ça devient plus compliqué parce que le temps de récupération est plus long, ensuite le deuxième vol s'enchaîne, etc. C'est une habitude à prendre en fait, c'est une discipline sur soi qu'il faut avoir. Alors c'est quelque chose qu'on est obligé. Alors chacun doit écouter son corps. Chacun va trouver un peu sa méthode. Certains prennent des somnifères, mais très très peu en fait. On s'habitue à gérer nos fatigues. Mais c'est quelque chose qui revient toujours dans les coéquipages. La fatigue est le sujet numéro 1. D'accord. Comment tu as géré ta fatigue? Est-ce que tu as dormi? Quand les gens au ramassage de bus, premier truc que va poser le capitaine ou le
vérifier est-ce que tu as dormi, est-ce que ça va. Pour adapter en fait le temps de repos, celui qui va se reposer en premier, en dernier, également la gestion du décollage, l'atterrissage. Ça c'est pas si facile, surtout qu'on ne se connaît pas. On ne se connaît pas, mais on est tous formatés à peu près pareil, donc ça c'est facile. D'accord. Ok. Voilà, ça c'est pour l'aspect jetlag. Ouais, ok. Tu disais aussi beaucoup de sport et tu es un grand amateur de sport, un grand pratiquant de sport, aussi bien pour l'entretien mais aussi l'aspect psychologique, c'est important. Énormément. Ah ouais. Après, celui qui fait de la guitare, c'est la guitare. Hein. C'est le sport. Ça me permet, si tu veux, de me recaler le plus rapidement possible, ne pas avoir, je parlais de douleur de dos. Moi, j'ai jamais de douleur au dos, je n'ai rien. Je touche du bois, hein, mais je crois que c'est une nécessité dans ce métier. Et c'est d'autant plus vrai que maintenant, ma retraite, moi, c'est à 65 ans. 65 ans et encore moins de 10 ans, hein, les gens partaient à 60. 10 ans, c'est vrai. 10 ans, il y a 7 ans. Donc, il va falloir durer dans le temps. En plus, on travaille de plus en plus, hein, on fait quand même beaucoup d'heures de vol. Que ce soit pilote moyen courrier, où c'est la course du matin jusqu'au soir, ou long courrier, c'est un petit peu différent, mais on reste des heures et des heures et des heures et des heures par avion. Donc il faut trouver quelque chose qui puisse montrer cet aspect d'épuisement, de fatigue. On ne parle pas souvent, mais le bruit du cockpit, c'est épuisant, quoi. C'est épuisant. Et porter un casque pendant des heures et des heures sur le courrier, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Alors on a des bouchons d'oreilles particuliers, qu'on utilise, qu'on n'utilise pas. Sur moyen courrier, c'est différent. Sur des étapes d'1 heure, 45 minutes, 2 heures, les gens peuvent garder leur casque sur la tête, leur casque ANR, donc ça simplifie le truc. Et sur un vol qui dure 13 heures, 14 heures, c'est possible. Ouais, d'accord. Ok, deux autres petites questions qui sont un peu annexes. Aviator 59 qui dit est-ce que vous choisissez, je pense vous, les équipages, les destinations, ce qui va avec également la question non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Hop, je vais la remettre. Voilà. Quelles sont les plus belles destinations que vous ayez pu faire, que ce soit pays ou aéroport? Donc, on est lié justement à l'aspect destination et plaisir, quoi, quelque part. Alors, les destinations, on a un système de desiderata qui nous permet de choisir une rotation particulière une fois par mois, y compris le jour de repos. Donc là, par exemple, j'avais demandé pour le mois de juillet San José, Costa Rica, en fonction des gens qui demandent. On a un système de points, enfin bon, c'est pas très intéressant de connaître tout ça, mais oui, je peux choisir une destination par mois, ça m'intéresse. Quelle est la plus belle destination? Franchement, j'en ai fait vraiment beaucoup qui me plaisent. J'étais affecté à Nouméa à 15 ans, donc ça m'a beaucoup plu. J'aime bien me poser quelquefois à Papeete. Donc c'est plutôt sympa. L'aspect, si tu veux, l'aspect technique du vol est passionnant. Saint-Denis de la Réunion, Hong Kong, Singapour. L'approche de Hong Kong est très célèbre. Oui, l'approche était simple. Non, tu parles de l'ancienne, mais moi je l'ai pas fait. Sur l'aéroport de Pat-Tac. Et même, il y avait une belle approche verticale sympa, l'approche à New York que j'aime bien faire, San Francisco. Franchement, les destinations, chaque destination a tellement de choses particulières et différentes et passionnantes. Quel que soit l'endroit, j'aime bien me poser à Libreville. Je trouve ça plutôt assez joli aussi. Voilà, les plus belles destinations. Après, on a des destinations. Quand j'étais coquille, j'adorais aller à Singapour. Parce que Singapour, on faisait du roller. Même si on ne restait pas très longtemps, c'est quand même une ville très très agréable. Très agréable.
J'aime bien Tokyo aussi. Alors moi, la plus belle image que je garderai toujours, c'est que je venais d'être lâché Coquille 340. Je fais un 24 heures le Caire et la chance fait que l'on arrive en fin d'après-midi. Moi, j'avais repéré sur la carte Michelin du monde la position des pyramides. Et le temps était extrêmement lumineux. Et bien, au coucher du soleil, j'ai vu quand même à un moment donné un premier cône, puis j'en ai vu 3 comme ça. Ah ouais, et excellent. en fait, l'approche, c'est vertical pyramide. Ensuite, on se pose pour peut-être un de mes premiers vols de lâcher 340, j'ai trouvé ça extraordinaire. Ouais. Il y a aussi la vue qui est intéressante. Alors, c'est pas tout le temps, c'est justement l'arrivée sur la Réunion. Quelquefois, il fait une météo vraiment exceptionnelle et pratiquement à 400 nautiques, on voit déjà la forme de Mafat D'accord. à terre du Levant. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ok. Il y en a tellement. Moi, je suis toujours content. Alors, tu nous parles assez technique, c'est plus sur les approches techniques, on va dire, du vol que sur la destination en elle-même, c'est-à-dire la plage, les cocktails et compagnie. Il ne faut pas trop rêver, hein, ça a eu existé. Maintenant, ça existe beaucoup parce que c'est quelque chose qui a beaucoup détruit cette partie-là et les liaisons Internet, ce genre de choses, Netflix, etc. Donc, en fait, les gens se rendent compte de moins en moins. Sont de plus en plus fatigués, je le rends compte quand même. Ils veulent plus sortir, ils ne sortent pas. Bon, après, il y a encore des endroits où on peut boire un verre, bien sûr, mais c'est quelque chose qui est vraiment en diminution. Les gens ne le partagent plus, mais ça, c'est un problème de société. Ah oui, d'accord. L'individualisme fait que, et encore, ça commence à être marqué, même chez nous, même parmi les équipages. D'accord. Ok. Donc le mythe de l'équipage qui se retrouve pour faire la fête tous ensemble, il a un peu du plomb dans l'aile, si je peux dire. Oui, beaucoup. Ouais. Et c'est marrant. Après, ça existe, hein, bien sûr. Hein, mais c'est vraiment très rare. D'accord. Mais ça devient un peu trop rare, c'est un peu dommage. Parce que quand on a 48 heures sur place, c'est sûr que le premier soir, on est vraiment fatigué. Donc on va se coucher. Mais au moins, on pourra faire une petite activité ensemble le deuxième jour. Et en fait, on se rend compte que ça. Alors, moi, j'essaye un peu de fédérer, hein, comme beaucoup. On essaie de fédérer. Moi, par exemple, je dis, quand j'arrive à l'hôtel, je dis, bah voilà, surtout quand c'est aux États-Unis, parce que les États-Unis, c'est facile, c'est soit à New York, bah, demain matin, s'il y a des sportifs, s'ils veulent aller courir à Central Park, même si je suis à New York, on peut se réunir à 5 heures en bas ou 6 heures en bas. Enfin, voilà, il y a toujours un petit peu. On propose. Puis on se dit, bon voilà, rendez-vous à 18h pour ceux qui veulent. Maintenant, ça fonctionne relativement bien. Ça, ceux qui veulent venir, il n'y a pas d'obligation. Ouais. Mais souvent, les techniques sont pour ensemble. D'accord. Ok. Il y a pas mal de questions qui tombent encore. C'est sympa. Il est déjà 22h, enfin moins le quart, 21h45 local. Je vous propose encore le chat de poser quelques questions à Frédéric qui nous fait le plaisir de partager la zone aéro de ce soir tous ensemble. On va les mettre de côté et ce qu'on peut faire, c'est lancer la rubrique foire aux questions, remise de gaz et on déroule les dernières questions qui nous restent avec Frédéric. On fait comme ça ? On fait ça. Allez, on lance la séquence et on retrouve tout de suite Frédéric. Donc séquence remise de gaz, fort aux questions. Et la dernière ligne droite pour vous qui voulez poser quelques questions à Fred. Voilà, séquence donc foire aux questions, remise de gaz avec Frédéric qui est avec nous encore pendant une petite 10 minutes, un quart d'heure et encore des questions qui arrivent sur le chat, décidément les gens sont très actifs et ça fait très plaisir. Prolix. Non, c'est vrai, d'habitude des fois c'est compliqué d'avoir des questions, puis là en fait il y en a plein. Donc c'est bien Fred qui est très médiatique. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Première question de Céline qui demande est-ce que des gens ont déjà perturbé des vols et que tu as dû débarquer? Oui. C'est arrivé. Oui, c'est arrivé. Alors ça arrive souvent sur moyen courrier, mais ça peut arriver sur long courrier.
Les exemples sont assez simples. Hein. Il y a la personne la plus simple à débarquer, c'est en fait ce qu'on appelle un passager mi-convexe. C'est un passager en fait qui est condamné ou que l'on va transférer par exemple d'une prison A à une prison B. Ça peut générer un refus de la part du détenu embarqué. C'est surtout sur les personnes qui sont interdites de séjour, qui sont fait prendre, qui ont traversé l'Europe, personnes, et que l'on renvoie dans leur pays d'origine. Donc là, on peut assister à des choses un peu particulières, sachant que nous, notre travail, quand on a des passagers, les clients, on n'a pas à perturber les clients. Ouais. On ne paye pas un billet d'avion pour être embêté. Et malgré cela, donc, on embarque la personne et puis on voit dans l'embarquement des autres passagers si c'est le bazar ou pas. Et ça m'est arrivé peut-être une bonne dizaine de fois en 4 ans de d'avoir à débarquer une personne. Donc ça c'est le cas le plus simple. Le cas le plus compliqué, c'est un passager qui rentre à bord et qui commence à être relativement désagréable vis-à-vis de l'équipage commercial ou vis-à-vis des personnes qui sont autour de lui. Donc là, on rentre dans une analyse un petit peu plus fine, un peu plus compliquée. Et ça m'est arrivé. Alors, on a une formation aussi là-dessus, que j'ai fait lors de mon stage commandant de bord en 2015. Avec une certaine façon d'approcher le problème et de pouvoir le traiter. Et oui, ça m'est arrivé. D'accord. Sur long courrier, j'ai déjà eu 2 cas où ça s'est bien passé. Alors en fait, souvent, c'est l'embarquement qui vient nous voir et nous dit, bah voilà, il y a tel personnage, je le sens pas trop. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et en fait, moi, j'ai pas trop j'ai pas le droit de refuser quelqu'un, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tant que les portes de l'avion ne sont pas fermées, je ne suis pas maître à bord, je ne suis pas le commandant. C'est les gens du sol, c'est l'escale. Et souvent, l'escale a une tendance fâcheuse à mettre le commandant de bord dans la boucle, alors que réglementairement, juridiquement, il n'a le droit de rien faire. Oui. Donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que je me demande mon avis. Moi, ce que j'aime bien, je monte à la porte d'embarquement, j'essaie de voir la personne. J'essaie de l'interroger, j'essaie de voir un petit peu ce qu'on peut faire en lui expliquant que si telle ou telle chose se passe, je suis obligé de débarquer. Réglementairement, je ne vais pas faire subir certaines choses. Donc, oui, ça m'est arrivé. D'accord. Et ça, à mon avis, ça arrivera de plus en plus souvent. Ah ouais. Ouais. Ok. Didier, notre ami SamBikeXL qui nous demande une anecdote mémorable. Alors ça, c'en était peut-être une. Il y en a peut-être une autre. Oula. Mémorable. Un décès à bord, oui. Ah. C'est pas très rigolo. Ouais, mais ça peut arriver, en effet. Ça peut arriver, effectivement. Oui, ça arrive. Ça arrive régulièrement. De toute façon, avec des vols de plus en plus longs, obligatoirement, avec des personnes qui sont âgées, qui ne voient pas suffisamment, les flébites, tout ça. Nous, on a une bonne formation protocolaire pour une personne qui est malade, hein, c'est sûr. Après, tout ce qui est mémorable, c'est des. Par exemple, moi j'ai eu une fois. Une fois, c'est rigolo, sur moyen courrier, j'ai pas David Mouillet, c'est Teddy Riner qui arrive. Bon, qui rentre, je vois, et vous allez faire comment pour. Vous allez faire pour qu'il y ait un dans le siège. En fait, c'était pas embêté, j'avais pas vu, mais il avait choisi les 3 sièges devant. Parce que sinon, en fait, il peut pas rentrer directement, il est obligé de se mettre de biais. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il fait 2 mètres et quelques. Ouais, ce que j'ai comme anecdote. Alors, c'est assez rigolo, quand j'ai vu quand Thomas Pesquet, il s'entraînait pour sa première mission. Alors, les gens ne connaissaient pas, et moi, je ne le connaissais pas. Je savais que c'était un coquille
un copier Air France. Je ne connaissais pas. Et puis vendredi soir, je faisais un aller-retour Moscou. Et puis j'avais reçu un petit mot de sa part. Donc bah, voilà, je copie 320, je rentre le week-end à Paris, bon, bah, ok, pas de problème. Il y a de la plage que met en J, je mets devant. Et en fait, il arrive, le test arrive, on me dit, c'est Thomas Pesquet, bah, il était très bien, c'est devant. Puis il me dit, oh, bah, je préfère faire le vol avec vous, parce que là, ça me saoule. Alors, moi, je ne le connaissais pas, donc il s'assoit en Chelsea. Et du milieu, on part. Et puis, on lui propose un peu de champagne, évidemment. Et je lui dis, mais tu fais quoi, Moscou? Et il me dit, mais en fait, c'est moi qui va partir dans l'espace. Donc là, je travaille, j'apprends la mission d'un Japonais que je dois remplacer. Donc j'ai 2 fois plus de travail. Donc là, je rentre ce week-end. Et puis, je suis content de rentrer. Et j'en ai marre de boire de la vodka tous les vendredis soirs. Donc c'est super de me boire que du champagne. Il s'est bien régalé pendant les 3h30 de vol. D'accord. Ah oui, en effet. Ouais, du beau monde, hein. Mine de rien. Hein, Mais du beau monde, du beau monde. Oui, bon, après, beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, évidemment, Vanessa Paradis, au poste. Agréable, parce que c'est vrai que des fois aussi, les gens connus sont des fois désagréables. Ouais, c'est vrai. Non, mais après, il y en a qui sont désagréables. Ouais. Bon, on ne donnera pas de nom, évidemment, mais... Alors, autre petite question de MLN 208. Au niveau du contrôle aérien, quel est le meilleur élève et le pire? On parle du contrôle. Le meilleur élève, c'est facile, hein. C'est les Anglais, les Américains. Les Américains, alors les Anglais, c'est très bien, c'est super opérationnel. En plus, ils utilisent un anglais technique que nous, on apprend. Les Américains sont très opérationnels, mais ils utilisent un anglais, des fois, des expressions purement américaines. D'ailleurs, pour ça, alors moi j'ai une technique maintenant, niveau 6, je suis niveau 5 parce que j'ai pas fait ma formation à l'étranger. J'utilise beaucoup YouTube et j'écoute des comptes rendus ATC, ce genre de choses, avec des vocabulaires un peu particuliers qu'on ne trouve pas dans les livres. Par contre, qu'on entend sur des chaînes ATC en live. Donc ça, c'est très intéressant pour s'entraîner. D'accord. Quand je vais par exemple à Los Angeles, j'aime bien faire un petit séance des fois, je regarde ça, faire l'axe, je vais faire un truc, et encore là, Los Angeles, c'est facile. Et les plus mauvais, c'est facile, en France, c'est les plus mauvais. C'est pire. Oui, d'accord. Et pourtant, c'est dommage, hein. Dommage. Mais alors pourquoi? Alors eux, ils disent aussi qu'ils ont un problème de matériel. Et c'est probable. Je pense qu'ils ont un équipement qui est un peu vétuste. Mais je confirme, c'est métier. C'est pas opérationnel. C'est difficile de dire ça parce que les gens sont quand même super formés, les people aériens. C'est top leur formation, mais qu'ils fassent un stage en Angleterre, quoi. Ok. Non, mais c'est vrai. C'est dommage de dire ça. Alors après les pires, il y a aussi le japonais, ce genre de choses, parce que le japonais ne peut pas innover. Ouais. Dans la culture, ça se fait pas. Ouais, ils ont une culture qui fait qu'il faut faire ça, ça et ça. On leur dit on peut faire bah non parce qu'il y a un nuage là, alors là c'est bien. Ouais. Et ils sont de plus en plus opérationnels. Ouais, ils s'adaptent. D'accord. Et les pires, je confirme. Dommage. D'accord. Nico d'ailleurs qui dit les fameux qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Autre petite question. Nico qui dit avez-vous déjà fait le tour du monde, c'est-à-dire partir d'un côté, faire le tour et revenir par l'autre côté? Non, mais ça vient d'arriver à un équipage. Ça a coupé. Toc. Visiblement, petite coupure. Alors, est-ce que sur le chat vous nous entendez encore ou est-ce que c'est la connexion avec Fred qui a sauté? Ah, voilà. Alors, attendez. Je pense que c'est la connexion avec Fred qui a dû sauter. On va le reprendre tout de suite.
Hop, voilà. Hop. Il est revenu. Est-ce qu'il est revenu ou pas? 1, 2, 1, 2. Est-ce que Fred... je suis là, je suis là. Voilà, Voilà, il est c'est revenu. bon, c'est revenu. Alors attends. Oui, alors, Hop. On te voit mais tu es figé, alors je vais réactiver la fenêtre. oui. Hop. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Voilà, c'est bon, on y est. Non? Ok, oui, alors moi ça m'est arrivé, Il est en haut. c'est arrivé à Il est un tout en équipage en raison des événements dramatiques de la guerre en Ukraine. Ils sont arrivés à Séoul ou à Tokyo et en fait la route retour actuelle nous fait passer par un couloir aérien au nord de la Turquie extrêmement long et ils se sont rendus compte ce jour-là que les vents étaient plus favorables en passant par l'autre côté, par le Pacifique, en traversant par le Pacifique, en passant par Vancouver et Los Angeles. Donc eux, ils ont fait le tour de la planète. Ah oui, d'accord. Ok. Mais c'est rare, quoi, c'est particulier. Ouais, c'est rare. Bon, moi, je l'ai jamais fait, on fait des allers-retours ou éventuellement on fait un peu en cargo, c'est cargo, des fois on fait un peu de laitier, mais c'est un laitier qui est limité, qui est assez limité. Oui, donc sur On long peut pas courrier, faire partir. sur long courrier, tu fais que des allers-retours en fait chez Air France? Non, des fois on fait les doubles tronçons Afrique. Ok. Par exemple, tu vas faire Paris-Bamako, Bamako-Bourville, ce genre de choses. Donc tu vas faire 2 étapes la journée ou 2 étapes le retour de nuit, ou alors tu vas faire Paris-Saint-Domingue et Saint-Domingue-Haïti, ce genre de choses. Non, des fois tu fais 2 tronçons en courrier, et puis en cargo aussi, tu peux faire par exemple Paris-Nairobi-Réunion dans la foulée. Ok. Ou Paris-Djibouti, Djibouti-Réunion, et 2 tronçons. Donc tu restes dans l'avion. D'accord. Tu as des passagers qui débarquent, et en cargo, c'est des palettes qui débarquent et t'embarquent. Ok. Hop, allez, une petite dernière question, parce que ça y est, il est quasiment 22 heures, donc on va pas non plus trop te monopoliser, Fred. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir peur lors d'une situation d'urgence en plein vol? Définitivement non. Ok. Pourquoi? Parce que on est tellement concentré sur l'aspect technique. Non, il y a toujours des solutions, parce que le pilote de ligne, en particulier quand on atteint le poste de commandement de bord, on a toujours un plan B à sortir. Et puis les redondances impliquent une certaine sérénité, je dois dire. Et surtout une expertise que l'on a au fil des années qui fait que peu de situations nous sont inconnues. Alors souvent il y a des situations qui figurent comme ça, qui m'est arrivé. Hein. C'est pas quelque chose qui va nous faire perdre nos moyens. Franchement, ouais, je confirme que ça n'existe pas. Pas. D'accord. Et après, c'est tout le travail qui a été fait justement depuis plusieurs années par la formation. On travaille en particulier sur une gestion de panne, façon de travailler les pannes que je n'avais pas appris au début de ma carrière, par exemple. Tout ça s'adapte. Donc non, j'ai jamais eu de situation qui sont des situations stressantes, oui, bien sûr. Situations stressantes, c'est plus stressant, c'est quand j'étais sur 330 ou une ligne de train sur la côte est des États-Unis, et puis les terrains qui ferment les uns après les autres, et la ligne de train en fait qui avance, mais qui avance pas suffisamment vite pour pouvoir faire réouvrir les terrains. Oui, donc là, il peut y avoir un stress, mais on est bien formé. Il y a une bonne situation, ce qu'on appelle situation awareness. La conscience de la situation. On a des bonnes techniques de travail pour éviter ce genre de choses. Et ça se passe bien, il n'y a pas de... Alors après, ceux qui ont peur, donc nous ça va. C'est souvent les PNC qui ont peur et les passagers. Ouais.
Non. Donc les PNC, c'est le Donc personnel là- du cabine, steward, hôtesse. Ouais, voilà. Donc là, on a d'abord un intermédiaire qui est le chef de cabine principal sur long courrier ou chef de cabine sur moyen courrier. Et puis ensuite, c'est également informer régulièrement la cabine avec des façons de faire des annonces particulières à tel moment, sur tel ton, etc. etc. Et ça, c'est très important. Donc, nous, personnellement, on ne va pas être plus dérangé que ça, mais il est très très important d'abord de garder son équipage, donc de bien informer, de dire la vérité, ça c'est toujours des choses très très importantes. Et puis de faire l'annonce particulière pour pouvoir rassurer l'ensemble des clients. Ok, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais C'est sûr. c'est un aspect qui est primordial Tout à fait. et qui fait aussi Ah la ouais, c'est réputation un des aspect compagnies. un aspect qu'on travaille malheureusement pas encore assez. Il y a des choses qui se font. Moi, tu vois, par exemple, pour mon stage capitaine, j'avais imaginé un peu toutes les situations qui pouvaient arriver et comment j'allais pouvoir communiquer de façon de façon à avoir la confiance des passagers à bord. Ouais. Donc tout ça, ça se prépare, ça se prépare à l'avance, faut pas croire, c'est pas des trucs. Alors en français, puis en anglais, bien entendu. D'accord. Déjà un peu plus. Ça demande pas mal de travail personnel. C'est le point clé en fait là-dedans dans cette profession. Vous êtes d'accord, mais il y a beaucoup de travail, travail personnel. Oui, il ne s'agit pas de penser qu'on prend l'avion, on fait la destination, on se pose, on attend, on repart. Ouais. C'est pas le cas, quoi. C'est des heures, c'est des heures de travail. Et amène après alors à une expertise, donc on travaille beaucoup plus vite, bien sûr. En plus maintenant avec les outils numériques, l'iPad, on a des systèmes extraordinaires pour la préparation des vols, donc c'est un petit peu moins comme autrefois, mais Et justement, est-ce que c'est pas un piège? de travail de préparation. Est-ce que ce soit trop facile, non? Non, pas du tout. Ok. Non, c'est pas du tout un piège parce que c'est très très bien fait. C'est toujours en évolution. C'est géré par des pilotes, pour beaucoup. Pilotes qui voient ça, donc on fait des petits comptes rendus, parce que ça c'est interne à France, c'est pas ce système. On est plusieurs. Les sont la même chose, bien sûr. Un petit peu différent. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de travail. D'accord. Là, par exemple, moi, je révise mes procédures dans mon bureau, tu vois, j'ai même fait là. Ah oui, d'accord. Ok. C'est toujours l'outil de travail à proximité. Quoi, le travail ne s'arrête jamais, non? Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'activation de la mémoire. Ouais. J'ai une mémoire qui est quand même assez fragile et il faut toujours que je me remette à mes procédures. Parce que les procédures, il y en a quand même une tapée à connaître. Il faut qu'elles puissent sortir de façon à ne pas faire d'erreur. Chose réflexe à acquérir et il faut toujours le travailler. Ouais. Moi, je suis content d'entendre ce genre de témoignage parce que quand on côtoie souvent des jeunes qui débutent leur carrière de pilote, enfin moi j'en côtoie depuis le jour numéro 1 parce que quand ils commencent la TPL, je les côtoie de très près. C'est un mythe qu'on a souvent qui dit que le captain, il est un peu, c'est le moment où il va être le plus relax, etc. C'est le moment où... Et en fait, j'aime beaucoup l'image que tu renvoies de quelqu'un qui va continuer à garder ses compétences, à travailler très dur, à faire attention à sa forme physique, etc. Parce que ça brise un peu certains mythes qu'on a tendance à entendre par moment. Donc c'est super. Il y a toujours le truc à faire. Le problème aussi, c'est qu'on a une doc qui est tellement hétéroclite. Il y a des choses à connaître vraiment bien. Et après, évidemment, en tant que capitaine, il faut avoir une vision un peu globale du truc. Pour avoir cette vision globale, moi je travaille à peu près sur ma documentation, celle que l'on reçoit par semaine. Je dirais bien minimum 3-4 heures par semaine, un travail de bureau, en simu. Après, quand j'ai mes séances de simu, je m'y mets à peu près un mois avant. Je commence à tout regarder de nouveau. Alors moi, il n'y en a pas beaucoup qui le font.
Il y a des gens qui sont beaucoup plus forts, hein, qui sont plus doués, qui ont une mémoire exceptionnelle. Et en fait, on fait des... C'est important, c'est d'imaginer des scénarios. Disons, là, il arrive par exemple une panne au décollage, je suis sur la maxi dans une weight, qu'est-ce que je peux faire? Quel va être mon premier réflexe? Ce genre de choses. Et ça, en fait, c'est en travaillant que cela devient une habitude, en fait. Un geste d'expertise. Ouais. Le fameux what if. On devrait tout savoir. Pardon? Le fameux what if. Ouais, c'est ce que dit le militaire, je sais pas comment il s'appelle. C'est ça, bah, nous on appelle ça le plan B. C'est à peu près la même chose, mais oui, c'est exactement ça. Hein. Et quand tu es en croisière long courrier, on regarde toujours les météos des terrains et on se demande toujours sur quel terrain pouvoir me poser. Ouais. Donc en particulier, il n'y a jamais de situation hyper urgente. La seule situation qui est vraiment très très urgent, bah, c'est le feu. Hein. Le feu non contrôlé. Donc tu te dis à chaque fois, il y a un feu, donc ok, je descends niveau 100 déjà, minimum. Et puis après, mais sur quel terrain je vais me diriger. Et tout le temps en croisière, en fait, on est toujours en train de regarder les trucs comme ça. Donc il y a toujours beaucoup de boulot en fait. C'est ce qu'on fait normalement depuis le PPL. Hein. De toute façon, même depuis la base, c'est ça. Ouais, tu regardes une botane, tes météos, tes trucs. Alors, le PPL, on sait rien, je sais plus, moi, quand j'avais passé mon vote privé, c'est quand même plutôt cool. ça a un petit peu changé. Bien sûr, mais ouais, le travail, il est constant. Hein. Constant. Moi, je pensais pas, hein, quand j'étais plus jeune, en disant, bon, bah, ça va, je ferais 15 000 heures. Bon, en fait, parce que. Notre système il est tellement complexe, en fait on évolue dans un milieu tellement complexe maintenant que ça demande d'avoir une connaissance importante pour pouvoir bien maîtriser et être un peu au-dessus du lot. D'accord. Survoler tout ça de façon... voilà. Ok. Très bien. Ben, comme dit Nico, je pense qu'il fait référence à Top Gun Maverick là, qui vient de sortir. C'est pas comme Maverick, la doc à la poubelle. C'est même tout l'inverse. Oui, non, ça m'a fait. Je suis allé le voir. Alors, ce qui m'a fait marrer, c'est que ça n'a pas existé un peu comme ça. L'esprit d'équipe, c'est fondamental. Ouais. Mais d'ailleurs, ça serait intéressant. Des individualités comme ça peut pas exister. Voilà, ça serait intéressant peut-être d'en parler si tu es là. D'ailleurs, ça serait avec grand plaisir qu'on t'accueillera. On voudrait faire un débriefing justement de Top Gun Maverick et croiser un petit peu les opinions et les avis de tout le monde. Ça serait intéressant d'en discuter. Bien écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. On va te remercier, Fred, de ta disponibilité d'avoir répondu sans filtre à toutes les questions que les gens ont pu poser. J'espère que vous, sur le chat aussi, vous avez pu apprécier justement cette facette-là et cette présentation de Fred, pour ceux qui ne le connaissaient pas. Ça serait aussi intéressant, pourquoi pas, de reparler un peu plus tard dans la saison de tout l'aspect, tu parlais du stage de commandant de bord, vraiment sur ces spécificités-là, rentrer un petit peu plus dans le détail et en profiter pour en discuter une prochaine émission, pourquoi pas. Ça serait intéressant. Beaucoup que ça change, hein. Tellement il y a encore des choses qui sont en train de changer sur ce stage. Il y a plein de choses qui évoluent parce qu'on veut des gens qui soient bien dans leur peau, qui soient très bien en vol. Tout ça évolue encore de façon importante et c'est pas du détail. Ouais. Les équipages de demain ne seront pas du tout les mêmes équipages des années 60. Ouais, et heureusement. Et heureusement d'ailleurs. Ah bah heureusement. Hein, puisque les machines évoluent donc. C'est sûr. Enfin, oui, entre autres, les machines, même le fonctionnement des jeunes évolue. Tout évolue, donc il faut faire une adaptation très importante. Tout ça doit vraiment évoluer. D'accord. Ça évolue et dans le bon sens, et les gens sont de plus en plus performants d'ailleurs, même en technique. Ouais. Ok. On te laisse le mot de la fin et comme ça après, on lancera le jeu. Le mot de la fin. Soyez prudents quand vous préparez votre vol. Voilà. La météo privée, on n'y va pas. En tant que pilote privé, je ne partais pas des terrains nuages, ça ne m'intéressait pas. Parler des pertes, tiens, j'ai noté ça. Ah ouais.
Et au début, là, j'ai trouvé ça sympa, ton truc sur les terres, sur la température. Alors, une anecdote là-dessus, d'ailleurs, ça m'est revenu. Un terrain qui est très haut, c'est Bogota, 2500 mètres d'altitude. 2500 mètres d'altitude pour un avion de ligne avec des températures de 30 degrés qui arrivent fréquemment, et tu arrives tout de suite dans tes limitations. Donc, effectivement, à chaque fois, bon, bien entendu, on calcule toujours nos pertes d'atterrissage. Mais pour des cas comme ça, une fois, je me rappelle, j'étais jeune coquille, j'avais calculé les pertes en me disant je vais pouvoir me poser sur telle piste qui était prévue et puis sortir à telle bretelle. Là, le capitaine Muriel m'a dit non, je ne crois pas que ça va se passer comme ça, je pense que tu vas être les pieds sur les freins jusqu'au bout. Et effectivement, les performances passaient bien, mais dans la réalité, je me suis bien arrêté au bout et j'ai fait demi-tour en bout de piste. Ah ouais. Et voilà, et donc les perfs, effectivement, quand il fait chaud, c'est un putain de piège. Faut se méfier. Moi, l'expression, parce que ça, je l'ai vu une fois, tiens, à l'aéroclub, encore là, c'était mais il y avait un jour un instructeur, José Rivière, à Dole, et il était en vert 220, et il voit un gars partir avec le plein, et il y avait 2 personnes derrière, et c'était en plein mois de juillet. Ah ouais. Là, il a couru après la nuit pour l'empêcher de partir, pratiquement. Ouais. Il avait mis en route les moteurs, et j'ai dû partir du bar, là. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, c'est les performances quand il fait chaud, avec des moteurs à piston. Ouais. Comme dit Nico, plus haut, plus chaud, plus vite au bout. Plus chaud, plus vite au bout. Ah oui. C'est ça. Ok, ben écoute, bon, merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci Fred. D'avoir écouté. Vous pouvez retrouver. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Ouais, bah écoute, avec grand plaisir. Vous pourrez retrouver cette interview, si on peut dire, cette participation de Frédéric en replay pendant une dizaine de jours sur la chaîne Twitch, en replay, et puis après sur YouTube, bien évidemment. Comme d'habitude, merci Frédéric. Tu restes un petit moment encore avec nous, 5-10 minutes en arrière-plan. On se retrouve juste après le générique de l'émission. Ok. Hop, nous on rebascule ici, le temps de vous dire, de vous souhaiter une bonne soirée. Merci Mickaël d'avoir participé, c'était cool, c'était voilà, pour cette première. Merci à vous sur le chat, je vois il y a des gens qui donc, ont participé, qui remercient Fred. Voilà, très intéressant, etc. C'est vraiment super d'avoir beaucoup d'activités, beaucoup de gens qui posaient des questions, c'est super. Ça c'est top, merci à vous le chat d'avoir été si nombreux et nombreux à poser des questions, à participer. La semaine prochaine, voilà, Céline qui envoie des applaudissements, bravo. La semaine prochaine les amis, dans le programme de la zone aéro, semaine prochaine émission particulière aussi, je pense que Nico sera revenu, normalement, il va nous le dire, mais on retrouvera un des membres. Alors non pas des pilotes de la Patrouille de France, mais qui collaborent avec la Patrouille de France. Ce sera Athos 17, notre ami Alexis Busque, qui sera ici dans les studios de la zone pour répondre à vos questions en tant que voltigeur, mais aussi directeur des opérations des équipes de présentation de l'armée de l'air. D'ailleurs, c'est la Patrouille de France et les équipes de voltige. Donc ça sera assez intéressant de voir un peu par où il est passé, puisque c'est un pilote de chasse aussi au départ. Hâte de voir ça. Voilà. Super. Et dans 15 jours, ce sera un point sur la mécanique, comment fonctionne un atelier mécanique avec un gérant d'atelier mécanique, notre ami Yanis, qui devrait venir. On attend sa confirmation, mais normalement c'est calé comme ça. Super. Voilà pour le programme de la zone. Très bien. Michael, merci encore de ta participation. À Vince MLMP. Salut Vince, sois le bienvenu. Un pilote encore qui est là. Semaine prochaine, notre ami Bunny, dans 15 jours Yanis, et on vous prépare un chouette programme pour le mois de juillet. Mois de juillet, sur lequel d'ailleurs vous allez faire l'intérim, le temps du déménagement des studios de la zone qui auront lieu fin juillet avec Nicolas. Donc on va prendre le relais avec Nicolas. Voilà, ça devrait bien se passer. Voilà, écoutez les amis, moi ce que je vous propose c'est de lancer le générique de fin. Si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Comme ce que vient de faire Vince, vous cliquez sur suivre, follow, vous activez les notifications, comme ça vous savez ce qui se passe et quand est-ce qu'on est en live. Venez rejoindre notre serveur Discord, vous l'avez sur le chat pour pouvoir partager en fait
nos informations, les photos de vol, enfin bref, tout ce que vous voulez. Vince, au plus vite, je viens voler au plus vite. T'inquiète, c'est en cours. Donc le serveur Discord pour échanger, proposer des sujets. Encore une fois, appel à ceux qui ont vu le film Top Gun Maverick. On va organiser une émission. Alors ça va être intéressant. Voilà, on va venir discuter autour du film. Ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Que vous soyez pilote ou non pilote, si vous avez aimé ou pas aimé le film, venez avec nous le dire. Vous allez sur le serveur Discord, vous nous dites tout simplement que vous êtes disponible et on va faire une visio en commun et on va discuter autour du film. Ça sera super intéressant, on essaiera de caler ça probablement fin juillet. Comme ça au moins on a le temps de voir venir. Donc n'hésitez pas à le faire, ça se passe sur Discord. Hein. On va lancer le générique de fin et je vous propose en fin de générique de rester avec nous. On va raider une chaîne qui est assez sympathique qui s'appelle Mister Simu, où ils font vraiment des vols type long courrier justement, mais en simulation et avec... Je veux bien participer, j'ai fait l'avant-première. Alors avec grand plaisir, Vince, aucun problème. Rejoins le Discord et comme ça, nous on liste tout et on vous enverra les liens de connexion pour la visio. Au contraire, avec un immense plaisir. Michael, merci. On lance le générique. Restez avec nous et on bascule tout de suite chez Mister Simu. Le temps de vous souhaiter une très bonne fin de soirée et de vous donner rendez-vous la semaine prochaine dans la zone aéro. Même heure, même endroit, même fréquence. Voilà. À la prochaine et portez-vous bien. Bonne soirée. Ciao, ciao. Happy landings.